it's, I don't have a question for everybody. I was thinking about, but we had now so different interventions that what I want to make a remark, it's what I also experienced during the other sessions which we had today, that I'm in a way very much enjoying the force of so much positive spirit which we could listen today during the whole day. And it's even if we all together, let's say, we are working in so different fields and so different ways, I think there is a very strong common spirit behind. I would say this is quite a good thing. But I continue with that after this, when I want to propose, which we have disseminated our statement, which we have prepared. We have prepared a statement, doing it so that we invited all speakers to propose contributions to that, and then we send it. Pierre, our policy officer, made a compilation, which he did very good. I want to thank him especially for his wonderful work, and then we send it back to the speakers to get feedback, and now it's a kind of a paper which we have disseminated, and you can read it through, and we have the plan that at the end of the session we sign it, the speakers are signing it, and you appreciating it by acclamation. So this is what I hope that happens. Still, I want to have a few questions, and also, of course, I open it to everybody to make a question. Stefan, you had a line. There was the impossibility to involve the public and the communities. On the other hand, I have seen the picture, what you showed us, that there was quite a lot of demolition of traditional buildings during the communist era. And on the third hand, you have quite a lively civil society in your country. But they are not yet so much interested in what they have lost, so to regain it. No, they are. Does this work? Yeah, it's working. Okay. No, I think the civil society is really interested in this topic of, let's say, the built environment and cultural heritage, but it's not yet enough, it's not developed enough so as to become a partner, let's say an acknowledged partner for most authorities. It just happens in various places across the country that the civil society manages to be a successful partner of the authorities, but that is rather less developed in respect to what we expect. And about our field of activity as the National Institute of Heritage, we do have good communication with the public, but we don't have real cooperative projects yet. And this is what we aim for. And we have started this project that I mentioned in Sighisoara, where we want to put up an architecture competition. We have started by setting up a series of workshops with the community so that we can together jointly define the use for the area around the city walls and the towers and everything. So it's moving in the right direction, but it's you have to consider that for 50 years there was no civil society. It was not possible. And in the past 30 years, yes, it has developed, but it's still a long way to go until we get where we can work well together. Yeah, but it's good to hear that it's developing. And the second thing what I was marking in your presentation was the line "education for quality." Yes, indeed, because, well, I think this has to be a highlight in all the educational programs. And when we discussed education in the framework of cultural heritage, we referred not just to the formal education, but also to informal, non-formal, so all the activities that are going on with the aim of educating young people or people in general in cultural heritage. And I think there is no
culture heritage practice except for quality practice. Otherwise, it doesn't qualify. So we should aim to this. That's why we put quality also as a highlight for education. I continue in English because guys don't have their headphones, if I may ask you in English. Yeah. No, it's. I would like to. I have a question. You have. Alors, vous êtes approché par les communautés. Les communities. Les communautés. Votre organisation est approchée pour recevoir des conseils par les communautés en France, dans toute la France. Par les communes, vous voulez dire. Par les communes, oui. Pardon. Oui. Ok. Et vous avez dit que ça se passe 7000 fois l'année. 7000 conseils par l'année. Non, oui, faut bien comprendre. To understand. Vous avez, j'ai dit 7000 conseils par année pour donner un nombre. Mais en fait, pour vous donner un exemple, le maire de la commune qui va aller rencontrer le CAUE va passer une convention. Pas tous les CAUE travaillent de cette manière-là, mais pour vous donner une idée, on passe une convention. Et comme le CAUE est financé par une taxe, le conseil ne va pas coûter aussi cher que si vous étiez allé rencontrer un architecte ou un bureau d'études qui vous aurait apporté un conseil. Donc, le conseil va durer plusieurs moments. C'est-à-dire qu'il y aura le premier temps de la rencontre, et ensuite, pour contractualiser, et pour le CAUE de la Haute-Savoie qui se situe dans les Alpes que je préside, nous avons un système de contractualisation où, si par exemple nous allons travailler sur un équipement public spécifique, comme par exemple une patinoire ou bien une piscine, eh bien nous allons aller chercher un spécialiste des piscines, et du coup, quelque part, on va permettre à un élu d'avoir une personne qui va amener un plus dans la réflexion, alors que forcément, peut-être, on n'aurait pas eu la possibilité de le faire. Donc en fait, le CAUE est là pour aider l'élu dans sa démarche de projet public. Alors c'est très variable ce que vous faites. Oui, alors c'est très variable tout simplement parce que on n'impose pas, la loi n'a pas dit l'élu doit prendre les services du CAUE, sinon ces projets ne seront pas validés. Donc ce qui veut dire que c'est une démarche volontaire, c'est de la relation humaine, comme l'a très bien dit tout à l'heure monsieur responsable de Velge au Danemark, où l'important c'est lié à une relation humaine. Si le directeur du CAUE a de bonnes relations avec le maire, eh bien ça va bien se passer, comme ça s'est passé avec moi par exemple, où le directeur du CAUE m'a dit « Tiens Joël, nous avons organisé un voyage dans le Vorarlberg, nous y allons avec des architectes, avec des bureaux d'études, eh bien il faut venir avec nous, essaye de prendre quelques élus avec toi. » Et puis nous sommes allés avec des élus de station, on est allé visiter le Vorarlberg. Quand on est revenu, on a eu un choc psychologique où il nous a fallu un certain temps pour s'en remettre. Et d'où l'intérêt de retourner voir le directeur et puis de reparticiper à des conférences, de pouvoir rediscuter de la question, parce que, une fois de plus, ce que vit l'élu, ce n'est pas une relation en permanence avec la notion d'architecture. Et la taxe est basée sur tous les permis de construire en France. Absolument. Si demain vous venez construire une maison chez nous, vous allez payer une taxe d'aménagement qui est de l'ordre de... Enfin, c'est lié à la surface, mais pour une maison individuelle, c'est environ 4 à 5 000 euros, voire plus. Et il y a un taux à l'intérieur de la taxe qui sert à financer, un petit peu comme vous avez présenté sur la ville de Bâle, sauf que nous, c'est une gestion départementale et ce n'est pas une gestion sur une ville. Un département, c'est l'équivalent d'un comté, d'une mini-région. Et donc, l'argent va être reversé dans les caisses du département et va servir à financer des actions pour préserver les espaces naturels sensibles, c'est-à-dire toutes les zones humides, la préservation de la biodiversité, l'aide aux associations militantes
en lien avec la protection des oiseaux, de la nature et de la biodiversité. Et puis, il y en a une petite partie qui va servir à alimenter le financement des CAUE. Donc, c'est quelquefois des discussions assez difficiles avec mes collègues élus qui gèrent le département, lorsque je dois leur demander des financements supplémentaires issus de la taxe d'aménagement pour valoriser les questions de conseil, d'architecture et de culture, parce que souvent, dans la tête des élus, la culture, c'est réservé à une élite. C'est quelquefois des choses qu'on peut faire l'impasse, parce qu'avant tout, il y a une logique à aller sur des financements d'investissement qui portent leurs fruits immédiatement. Et une dernière question, c'est que comment est-ce que c'est avec la géographie? Il y a des régions en France qui vous demandent plus souvent. Il y a des concentrations, il y a des déserts. Oui, il y a également des déserts. Comme la taxe d'aménagement, elle est liée à l'acte de construire. Vous comprendrez bien que dans les territoires où ça construit beaucoup, il y a beaucoup de taxes. Donc il y a des plus gros CAUE, il y a des équipes plus importantes où on peut faire beaucoup de choses autour du conseil aux candidats à la construction, autour des collectivités locales, des actions de sensibilisation. Et dans d'autres territoires, malheureusement, où vous avez que uniquement, je sais pas moi, 150 000 ou 200 000 habitants qui construisent peu, ou voire même une population qui est en décroissance, eh bien là, les moyens des CAUE, malheureusement, sont assez faibles. Alors il n'y a pas de péréquation entre les différents CAUE, mais par contre, comme je préside un réseau national des CAUE, l'idée c'est de faire en sorte que les plus grands CAUE qui font des activités de pédagogie et autres, plus élaborées, puissent faire profiter de leur expérience sur des CAUE qui n'ont pas cette capacité. Et l'exemple que je vous ai présenté tout à l'heure avec les enfants du patrimoine, c'est typiquement ça, c'est-à-dire que les CAUE de la couronne parisienne avaient mis en place cette action, les enfants du patrimoine, juste avant les journées européennes du patrimoine. Et après 10 ans d'expérience, j'ai pensé que cet outil-là pouvait être diffusé dans la France entière. Et donc c'est comme ça qu'on est parti sur une action de sensibilisation nationale. Et certains CAUE qui n'avaient pas de gros moyens ont pu valoriser quelques sites grâce à l'action des CAUE forts. Donc on crée quelque part en fait une marche globale sur la sensibilisation à l'architecture et au patrimoine. Beat, one question. You have the high-rise building concept. We had one in Innsbruck. Are you sure that it stays safe? No, of course not. No, it's you know, it's the work of a special moment. It has been established in 2009, so I feel that there's a strong urge. We need to redefine it. We need to work on it. But I think it's with all those laws, even laws, they seem permanent, but even more light builders and all these informal regulations and processes, policies, they are in a constant evolvement. It's just like architecture and urbanism. If there's no change, the city would be dead. So obviously it will change, but that's okay. Somebody wants to say something? Have a question, please? Alors, je repasse au français. Et vraiment, c'est admirable ce que vous faites, surtout avec les CAUE en France. Mais s'il vous plaît, aidez-nous. Vous devez nous aider en tant que profession. Si vous, dans votre présentation, vous avez dit une phrase, même avec une emphase très forte, notre service est gratuit. Un service intellectuel, une prestation comme la vôtre n'est jamais gratuite. Elle est financée par des impôts. Et vraiment, si vous êtes en contact avec les décideurs politiques et vous leur dites que le service intellectuel de créer notre cadre de vie de qualité est gratuit, c'est mortel pour nous tous. Ce que je voudrais dire, je comprends bien, ou alors il faudrait... Mais enfin, c'est la même chose si je vais à la pharmacie en France et que je vais chercher mes produits pour me traiter, ou bien que je vais être hospitalisé, je ne paye pas de facture. Donc peut-être qu'en France, on est trop habitué à un service public de qualité, même si ça devient difficile, mais gratuit. Ce que je voudrais juste dire, c'est que depuis
notre jeunesse jusqu'à la vie active, à peu d'endroits, à peu de lieux, j'ai eu la chance, et à peu d'endroits et à peu de lieux, beaucoup de nos Français n'ont pas la chance de rencontrer un architecte, de discuter, de parler d'architecture, si ce n'est que d'avoir un vécu par rapport à l'histoire locale, le lien avec sa maison, avec son quartier, avec, pourquoi pas, sa tour, si on est en zone urbaine. Mais globalement, à aucun moment, on a eu un face-à-face avec un architecte. Si en plus de cela, le jour où, du fait de la loi, puisque la loi de 1977 disait qu'en dessous de 170 mètres carrés de surface, vous n'aviez pas à avoir recours à un architecte. Dans ce cas-là, il vaut mieux changer la loi et puis dire qu'aucun permis de construire ne peut être déposé sans le passage obligé par un architecte. Et donc, du coup, la prestation intellectuelle, elle sera payée. Simplement, le législateur n'a pas voulu. Et le législateur a dit à partir de 170 mètres carrés. Ce qui veut dire qu'en dessous, chacun se retrouve architecte. Dessine sa petite maison, sa cuisine, ses chambres, sa salle à manger, met un toit dessus, ça ressemble à une maison, on met la cheminée, on fait la fumée, et donc on a l'impression d'avoir une maison. Et donc, le fait de pouvoir leur dire, non mais attendez, avant de déposer ce permis de construire, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez aller rencontrer un architecte? Et donc, on va rencontrer quelqu'un qui, tout à l'heure on riait de ça, mais a une façon de s'habiller originale, avec des lunettes un peu de couleur, une façon très vive de s'exprimer par l'habit, ou bien alors très noir et très sobre. Mais enfin, c'est quelqu'un qui a en même temps une réflexion culturelle qui est différente de la personne lambda qui va arriver avec son permis de construire en disant j'ai acheté mon terrain qui m'a déjà coûté cher et je veux faire ma maison. En plus, il y a le promoteur immobilier derrière qui a prévu de vendre sa petite maison. Donc vous comprendrez bien que c'est important. Ou alors il faut changer le parcours scolaire des élèves, pour que les élèves aient plus souvent un rapport avec l'architecture, ce qui fait que quand ils sortiront de l'école, ils auront plus envie d'avoir recours à un architecte parce qu'ils auront compris la notion de l'architecture. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je pense que quelque part aujourd'hui, on est service public parce qu'il faut tenter une approche avec vous. Je vous dis vous parce que vous êtes architecte. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Moi-même, agriculteur, étant élu, lorsque j'ai commencé à me baigner dans ce monde des architectes, eh bien, en fait, je m'aperçois que vous êtes des personnalités issues de la culture, des beaux-arts, et vous n'êtes pas forcément des gens dans la communication. Soit on a des grands architectes qui sont extravertis, quelquefois un peu trop nombrilistes, et donc pas très communicants sur ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont fait un geste architectural, donc ils estiment que leur travail est ici, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et inversement, il y a d'autres architectes qui auraient tellement de choses à dire, mais ils sont tellement timides, et puis ils se disent non, mais il n'y a pas grand-chose à dire sur ce que j'ai fait, et donc du coup, in fine, il n'y a pas de partage. Et ça, je pense que c'est vraiment dommage. Et je suis content aujourd'hui d'être président de cette Fédération nationale des CAUE, parce que comme je ne suis pas architecte, je peux me permettre de dire des choses, mais j'ai vraiment envie que la notion d'architecture, elle fasse partie du vocabulaire quotidien des élus. Et pour ça, je peux vous dire qu'inversement, je vous renverrai la balle en vous disant « Moi, j'ai besoin de vous ». Parce que vous devez, dans votre journée, de temps en temps, pouvoir discuter avec l'élu, pas uniquement le marché de maîtrise d'œuvre que vous avez eu, mais vous devez discuter avec lui autour d'un café, de l'architecture, d'expliquer des choses sur la lumière, les volumes, sur toutes ces choses-là qui font votre quotidien, mais que vous ne connaissez pas. Comme si un jour, je vous emmenais dans mes prairies et que je vous parle de la pousse de l'herbe, de la qualité de mes animaux, et puis comment je vis sur mon exploitation agricole. C'est ça, c'est faire connaître, expliquer. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est important cette relation avec les sujets qui sont les élus et qui sont quand même les gens qui décident. Somebody else? Des autres interventions? Lionel Lunet, donc français. Je vais juste compléter, suite à la remarque. D'une part, c'est vrai qu'il y a eu une période où les CAUE faisaient de la maîtrise d'œuvre, et là, il y avait une vraie... Ah si, au début. Et dans ma région, aller en Bretagne, c'est loin des Alpes.
Voilà, non mais ça c'est fait, ça se fait plus et ça a été arrêté. Mais sinon, en fait, le travail des CUE, d'une part, est une initiation à l'architecture, et je trouve le rôle très important, c'est par rapport aux élus. Parce qu'un élu, qui par définition est élu, ne connaît rien à l'architecture. Et sinon, les CUE est un mouvement fantastique, et la meilleure preuve de ce miracle des CUE, c'est notre président de la Fédération nationale. Quand on voit la passion qu'il a de parler d'architecture, avouez que ça fait plaisir et que c'est... C'est vrai. J'aimerais poser une question. Vous me comprenez en français ou note? Vous comprenez en français? Oui. Parce que vous habitez pas très loin de Saint-Louis. C'est ça, Bâle. Comment, en tant que voisin suisse, vous percevez l'aménagement du territoire de l'autre côté du Rhin? Et on peut se le dire de manière très amicale et détendue, mais je vis pas très loin de Genève, et il est vrai que les amis genevois ont bien su protéger leurs terres agricoles. Et donc, pour construire un bâtiment en Suisse, il faut, pour arriver à faire sortir un immeuble, il faut une dizaine d'années. Donc, une grande partie des habitants viennent construire sur la périphérie française, et notamment beaucoup de villas. Et à la fin, nos charmants voisins suisses parlent plutôt que de parler des lotissements, ils parlent de la bouillie pavillonnaire. Vous savez, donc une bouillie pavillonnaire, vous imaginez ce que ça peut représenter. Donc quelque part, moi c'est décevant qu'on décrive mon territoire en le lisant de l'extérieur et en disant, comme en plus vous imaginez qu'il y a un coteau, puisque la montagne des Alpes commence à prendre forme, et là vous avez cette bouillie pavillonnaire. Et donc c'est dommage qu'on ait ce regard entre les uns et les autres. Et voyant tout le travail que vous avez fait sur la qualité des espaces naturels en ville, plus l'idée de construire une ville dense et qui soit vivable, comment est-ce que vous percevez votre voisin français? L'image, c'est pas si facile. It's not such an easy image, actually. I think there are different notions. But what is interesting, in the north part, we are establishing the work on a trinational city. So we're working with La Commune de Huningue and community of Weil am Rhein in Germany. And what we realized in the past years is that the situation is very similar. We have a strong deindustrialization that's mainly being pushed by especially Swiss companies, but also international companies like the big pharmaceutical companies, but also BASF, Bayer, and the like, Monsanto. And so we have a similar situation in 3 countries, but the notion how we deal with it is completely different, but that has also mainly to do with the economics. Well, in Switzerland, these brownfields are being immediately redeveloped. It takes a long time in France to happen, that there is something to happen. In Germany, the situation is a bit like in between. And what is interesting is, I think now finally the communities of Saint-Louis, Huningue, Village Neuf, etc., which all form part of the big agglomeration, they started to realize that their real potential is not out on the green land, as they have been doing now forever, but they start to realize that these very centrally located areas, which are vast, but which are brownfields, they have to be cleaned and have to be prepared to become urbanized. They start to focus on them. And it's a very interesting process because actually if you look from the top, from a satellite, you would understand that this trinational area is in the very middle of this whole agglomeration. And for instance, we work on joint infrastructure projects on a new bridge over the Rhine. And now knowing, for instance, that because there's an urban sprawl, a vast urban sprawl in France, that a lot of people come by car because public transport is not as good as in Switzerland, the Swiss population said, well, this bridge is perfect,
but we won't open it for private cars. So it's okay, you know, we built this bridge, but the France, we have to make sure that we build a new tram line and public transport, so the French people who come to work in Switzerland need to, you know, change and start adopting a different mentality, because otherwise this transformation would not be accepted. So I think it's a very interesting but very challenging process, and I think it's not as, just to finish it, it's not as difficult as the situation in Geneva. I think Geneva is much more polemic in a way. And I think we have the chance because, and probably it has to do with the fact that we're 3 different countries. So with 3 partners and not just 2 with a strong, there's always an inequality between a core center and its agglomeration. If nobody else is raising his hand, her hand, then we conclude, because we anyway have been running out of time. Just stay here. And I want to present, in a way, the statement which we have prepared, as I was reporting before. And it has more or less 3 chapters. We try to condense a lot of contributions to some basic bricks. What does quality mean is a chapter. Then the second, what the multiple benefits of high quality architecture, and then finally good practices with certain aspects. And if you agree, I would ask the speakers who are listed also on the end of the document that we sign it over there. It's prepared one paper on the lectern, and otherwise I hope you accept it, as the ACE supports it by acclamation.